Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope en ce samedi 15 février. Vous connaissez ça par cœur, les réseaux sociaux, notamment la page YouTube pour revivre vos programmes en live d'ailleurs, si vous le souhaitez, car on vous invite maintenant à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, notamment Facebook ou encore YouTube ou X, vous connaissez ça, par cœur. Rétro info de la semaine, notamment avec plusieurs actualités. Nous allons revenir bien évidemment sur la colère. Il y a eu les lycéens, il y a eu les étudiants en médecine, les professeurs, les médecins, le corps de la santé qui continue son mouvement à revendiquer des moyens, des salaires, de la formation, tout simplement pour prendre soin des Algériens et des Algériennes. Ils sont très nombreux et nombreuses chaque année à quitter le pays, même si Abdelmadjid Tebboune, président algérien, annonce effectivement qu'il n'y a pas spécialement de détenus d'opinion, que nous avons les meilleurs médecins, notamment d'Afrique ou encore au monde. Oui, ils sont très bons, mais malheureusement, ils ne restent pas au pays. Nous allons y revenir, notamment étudiants, médecins en détresse. Et puis, encore une fois, cette semaine, c'est de l'actualité. Le pouvoir a fait preuve de répression. On en verra quelques images. Ils étaient nombreux à sortir dans plusieurs villes du pays, Béjaïa, Betna, Wahran ou encore Alger, Constantine. On aura quelques images tout à l'heure. On reviendra aussi sur notamment le cas de Zoubir Rouina, secrétaire général du syndicat des enseignants qui lui a été arrêté. Plusieurs membres aussi du CNAPEST. Entre autres, une deuxième actualité. Alors, vous le savez, nous on tente de poser les questions qui vous préoccupent, les questions parfois qui fâchent pour le pouvoir, mais ce sont de simples questions sur la situation, notamment politique, en termes aussi de liberté, parfois d'économie, de pouvoir d'achat, mais aussi médias. La grande nouveauté de Mohamed Méziane, ministre de la Communication, puisque 900 journalistes souhaiteraient anéantir le pays. Nous allons y revenir bien évidemment, et puis nous allons revenir aussi sur l'actualité qui fait encore parler d'elle, puisqu'apparemment, selon la radio française Monte Carlo Doualiya International, donc c'est une radio du groupe France Média Monde qui supervise l'audiovisuel extérieur de la France, eh bien apparemment il y aurait 500 militaires, miliciens aussi du Polisario qui seraient actuellement emprisonnés, qui seraient derrière les barreaux, derrière les prisons syriennes. On sait qu'Ahmed Attaf s'est rendu il y a quelques jours à Damas. Il aurait sollicité le président actuel syrien pour la libération de ces militaires. Donc il est rentré bredouille, puisqu'apparemment, selon cette presse, qui on le rappelle est une presse officielle, qui existe depuis 1972, qui relève du pouvoir public français, eh bien Ahmed Attaf est rentré bredouille, puisque le président syrien lui a refusé la libération de ces 500 militaires. Plusieurs questions qui se posent. D'abord, que font nos militaires derrière les barreaux et derrière réellement l'action en soutien à l'ancien empire Bachar el-Assad, qui, je vous le rappelle, a sauté le 8 décembre dernier. Nous reviendrons aussi sur une autre actualité, le refoulement apparemment de l'ancien directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit de Abdelaziz Khelaf, qui apparemment a été poliment renvoyé chez lui. Il a atterri à l'aéroport d'Orly accompagné de son fils, et il a dû rentrer pour apparemment des problèmes administratifs. Son passeport diplomatique n'est plus d'actualité. Nos invités vont bien évidemment apporter quelques éléments, et puis nous reviendrons bien évidemment aussi sur cette crise qui dure entre la France et l'Algérie, et même derrière cette question du refoulement de l'ancien dire de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris la décision lui-même? On en débat avec nos invités. Alors, ils étaient présents cette semaine, le plaisir de les avoir tous les deux aussi pour avoir la continuité un peu de leurs réflexions, de leurs analyses, parce que le temps passe vite dans nos émissions. Le docteur Sidi Ahmed Sidi Mened, bonsoir docteur, vous êtes consultant pour notamment les Nations Unies. Le docteur Sidi Ahmed Sidi Mened n'est pas encore avec nous. J'espère qu'il va être parmi nous dans quelques minutes. Il est déjà 19h45. Et donc nous rejoint aussi mon ami confrère Jamaldine Benchenouf. Bonsoir Jamaldine, bienvenue. Content d'être avec vous. Merci pour l'invitation.
Et je salue Sidi Ahmed Sidi Mennet, qui va nous rejoindre, je l'espère. Merci. Mais je vais commencer avec vous, Jamaldine Benchenouf. On va regarder quelques images dans quelques instants. On va bien évidemment dérouler quelques faits d'actualité cette semaine. Nous allons rapidement, vous l'avez compris aussi, un peu enfin pas un peu, mais dériver à la politique étrangère. Mais déjà, restons peut-être à l'intérieur du pays. Un pouvoir en place depuis le 7 septembre. Vous apportez clairement, vous expliquez très bien comment était très très mal élu le président algérien. Tout de même, il est en place avec ses équipes, avec son pouvoir. Depuis le mois d'octobre dernier, les étudiants, les lycéens, il y a eu les étudiants en médecine, les médecins, les lycéens aussi. Aujourd'hui, ce sont les médecins, les professeurs, des médias totalement absents sur ces actualités, à part les nôtres encore ce soir, et puis un pouvoir qui a fait preuve de répression cette semaine. Une réaction, Jamaldine, c'est un pouvoir qui nous parle tout de même d'ouverture et de dialogue. Abdelmadjid Tebboune est pour le dialogue, mais on a encore une fois de pauvres étudiants, médecins, lycéens qui ne sont pas entendus. Je crois que c'est malheureusement traditionnel avec le pouvoir algérien. Oui, en effet, il faut se mettre dans l'esprit que ce régime ne croit pas lui-même à ce qu'il affirme, à ce qu'il assène comme vérité infuse. Il n'y croit pas. Il connaît sa propre nature mieux que tout le monde. Parce qu'il est dedans, et généralement ceux qui sont dedans, ils y sont depuis tout jeune. Et aujourd'hui, ils sont presque tous vieux, pour ne pas dire séniles, pour ne pas dire sénescents. Ce régime sait très bien ce qu'il fait, mais il a eu une occasion historique de réparer les dégâts et de s'en tirer à bon compte pendant le Hirak et sur la principale revendication du peuple algérien. Rappelons-nous que les gens du Hirak étaient des millions dans la rue, certains parlent de 20 millions, des gens très sérieux, les observateurs, les journalistes. Alors, la principale revendication était une transition démocratique. Si ce système avait compris et avait su évaluer la situation, il aurait accepté, parce qu'une transition, ça peut mettre des années. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il serait quand même resté au pouvoir, avec certes moins de capacité à la nuisance que celle qu'il a toujours eue, mais il aurait pu donc rester au pouvoir, négocier les conditions de son départ, s'arranger pour ne jamais être poursuivi, pour ne jamais rendre compte devant la justice, y compris pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qu'il a commis, y compris les déprédations financières absolument incalculables auxquelles il s'est livré, y compris le gaspillage, à l'impéritie, à tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais au lieu de ça, il a considéré, et c'est Tebboune lui-même par la bouche de Tebboune lui-même, que le régime s'est exprimé pour dire quiconque parle de transition commet un acte de haute trahison. Vous imaginez? Et donc, ce régime a raté la seule occasion qui lui était restée de pouvoir partir doucement, progressivement, en s'aménageant une sortie honorable et en sortant par la grande porte. Or, comme il est stupide, comme il est de nature prédatrice, un peu comme ces furets, quand il s'accroche au cou du poulet, il ne le lâche pas jusqu'à ce que le cœur cesse de battre. Et donc, ils ont raté leur... Mais ils savent leur nuisance. Ils savent ce qui se passe au sein du régime. Ils savent toute la corruption, tous les crimes, tout ce qui est caché au peuple algérien. Ils savent l'instrumentalisation du terrorisme islamique ou dit islamique qui a été retourné contre les islamistes eux-mêmes pour les discréditer aux yeux de ceux qui les ont élus. Et donc, ce régime, il est en quelque sorte dans une sorte de fuite en avant
Il ne contrôle plus rien. Il réagit au jour le jour. À chaque jour, ça change, on verra bien. Et à l'intérieur des clans qui s'affrontent, des clans qui se ménagent des sorties à l'étranger parce qu'ils ne font pas confiance. Ils sont en train de prendre des leçons de Libye, d'Irak, de Syrie, sont vraiment parce qu'ils se sont de mauvais élèves. Quand je dis ils en tirent des leçons, ça veut dire ils prennent leurs dispositions au cas où. Ils sont tous installés à l'étranger. Ils ont tous leur base arrière et leurs capitaux et leurs demeures et leurs affaires à l'étranger. Et donc, pour en finir, pour ne pas trop me laisser aller, ces gens-là ont compris qu'il y a quelque chose de très sérieux, de très important, voire de vital pour eux. C'est la propagande, accompagnée de mesures de répression très sévères, très dures, pour dissuader une reprise du Hirak. C'est pour ça qu'ils sont brutaux avec les enseignants en grève, les médecins en grève, pour ça que, pour un simple hashtag, ils condamnent des gens à la prison ferme, qu'ils enlèvent les gens de chez eux en pleine nuit, ou qu'ils enlèvent des personnes dans un aéroport pendant plusieurs jours sans mandat d'arrêt et dont on ne sait rien pendant 7 jours. Et je passe sur le reste. Mais ça veut dire, c'est tout ça pour dire que ce régime, c'est ce qu'il a commis sur ce peuple, sur ce pays, sur l'avenir de cette nation. Et il sait aussi qu'il risque à tout moment de voir le peuple se lever en un sursaut politique de grande intensité, peut-être encore plus que le Hirak, en se souhaitant toutefois que les Algériens ne se laisseront pas entraîner dans le piège de la violence. Merci Djamaldine. Restez avec nous, docteur Sidi Ahmed. Sidi Menad est avec nous. Bonsoir, docteur. Je rappelle, vous êtes consultant aussi au niveau des Nations Unies. Vous n'aimez pas ce terme, je sais, mais vous apportez vos analyses, en tout cas, vos éléments de réponse. Bonsoir et bienvenue. Vous nous entendez, docteur ? Docteur Sidi, alors on va essayer de régler ce petit souci technique. Alors direction Wahran, si je me trompe pas, c'était cette semaine notamment pour toujours s'exprimer, revendiquer de meilleurs droits, mais pourquoi ne sont-ils pas écoutés? Ils tentent. Alors je rappelle qu'en Algérie, les rassemblements et les manifestations sont interdites. Et oui, le pouvoir algérien donc a imposé ça, notamment pour mettre fin au Hirak il y a quelques temps. Alors est-ce que le docteur Sidi Ahmed Sidi Menad m'entend? Bonsoir docteur. Vous m'entendez? Non, on va essayer on va réussir. On a des équipes, très bonnes équipes que je salue en régie. Alors, on va regarder ces quelques images. C'était cette semaine. أنا أستاذ، أنا مربي. خرجنا اليوم في وقفة احتجاجية. وقفة احتجاجية سلمية من أجل مطالب شرعية. من أجل مطالب شرعية. لا لقانون مشحف. لا لقانون العقوبات، لا لإهانة الأستاذ، لكن تفاجأنا اليوم باعتقالات، بضرب حتى الكهرباء بإهانات، الكهرباء بمسدس كهربائي. ورانا رايحين. أنا أستاذ، أنا مربي، لكن نضالنا مستمر. ندعو الأساتذة في كل أقطار الوطن إلى التجند، إلى الوقوف كرجل واحد. اليوم هي مسألة تاريخية. اليوم آن الأوان الأسنان ينتفضوا ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد التسلط، ضد الاعتقالات، ضد الضرب من طرف الأجهزة الأمنية. هذا أمر خطير جدا. النساء ضربوا. هذا أمر خطير جدا. الهواتف. الأمر متأسف على الدوش على الحرية.
Alors, on va retrouver le docteur Sidi Ahmed Sidi Menad dans un instant. Jamaldine Benchenouf est avec nous ce soir. On entend ici du côté d'Ouahran des professeurs qui, je le rappelle, ont été arrêtés. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que la police, les forces de l'ordre algériennes, donc, ont fait appel à leur taser. Hein. Ce sont donc des pistolets qui envoient des décharges électriques. Toujours dans un pacifisme hors norme, hein. C'est un peuple qui se soulève, mais qui est toujours dans la solution, surtout que là on parle d'éducation nationale, de transmission, d'avenir d'une jeunesse. On parle aussi des médecins, hein. Prendre soin des autres, c'est ce qu'il y a de plus important. Jamaldine, alors est-ce que le docteur Sidi Ahmed, j'espère qu'il est avec nous et qu'il nous entend. Sidi Ahmed Sidi Menad, bonsoir docteur. Merci encore une fois pour l'invitation et le bonjour à notre ami Jamel et un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent et surtout liberté pour nos détenus d'opinion. Et détenus d'opinion, on en parle justement des détenus aussi qui avant d'être arrêtés, ont subi cette répression, notamment dans les rues du pays. La prison arbitraire, c'est aussi une très lourde forme de répression. Docteur Sidi Ahmed Sidi Menad, donc je reviens à vous. Depuis le mois d'octobre dernier, il y a les étudiants, les médecins, les lycéens et bien évidemment, pour citer aussi les Algériens et les Algériennes, il y a eu ce hashtag aussi, Manish Radi, je ne suis pas content, et c'est bien, je trouve, de s'exprimer. D'un côté, on a un pouvoir qui se vante de l'ouverture, qui se vante d'un certain dialogue national, mais je crois que vous allez pouvoir nous en dire deux mots. C'est un pouvoir qui rabâche les mêmes choses depuis des décennies, hein, cette ouverture, ce dialogue national. D'un côté, il y a un boycott national le 7 septembre, et d'un côté, il y a cette forme de répression. Comment vous analysez aujourd'hui la situation de ce peuple qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté? Même les médecins ne sont pas écoutés. Écoutez, moi je suis à la limite, comment dirais-je, assez perplexe parce que à chaque fois que le pouvoir a agité l'étendard du dialogue, beaucoup d'entre nous s'y précipitent. Malgré les multiples déceptions que nous avons essuyées à ce jour. Moi, je vous dirais que de mon temps bref à l'exécutif des GFS, je crois que j'ai assisté à 3 ou 4 tentatives de dialogue, voire même de négociations dans des palaces en Suisse. Et tout ça s'est terminé sur un niet catégorique, avec même un refus de reconnaître les avancées dans les discussions qu'il y avait eu à l'époque. Donc la méthode n'a pas changé, et ce qui veut dire deux choses. Une et son contraire, je dirais. Peut-être qu'on est dans une sorte de fuite en avant, même si je n'y crois pas trop. Mais en même temps, c'est parce que ces pouvoirs se sont soutenus, je dirais, à l'extérieur, malgré toute cette turpitude, malgré tous ces mensonges, malgré cette répression qui n'arrête pas de s'abattre sur notre peuple, pauvre peuple. Aujourd'hui, c'est une partie de l'élite algérienne qui est visée. Donc, le secteur de l'éducation dans son entièreté. C'est le lycée, c'est les étudiants en médecine en grève, les médecins résidents en grève, et j'en passe. Là, on doit se poser la question de savoir que reste-t-il en matière de crédibilité de ce pouvoir. Non seulement pour les promesses qu'il émet à tout bout de champ, et il en a pris l'habitude, il en fait même son fonds de commerce, mais le plus grave encore, tous les mensonges qu'on nous débite quotidiennement. Et M. Benchenouf en est témoin, puisque dans ton dernier édito, il parlait du fameux ministre de la Communication. Mais seulement, d'ailleurs, j'avais commenté son édito en disant que lorsque je vois, par exemple, quelqu'un dire non, ce monsieur a fait un laïus simplement, et que en fait c'est un grand spécialiste de la com, et que cette com-là des 9000 journalistes est une réussite. Vous vous rendez compte de l'énormité de la chose?
Donc, on est dans ce type de débat entre nous à essayer de percevoir une quelconque ouverture, un quelconque ray de lumière dans l'opacité de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir tellement opaque et je crois même imprévisible. Bien sûr, beaucoup nous disent il y a plusieurs centres de décision qui font que on n'avance pas, mais pour nous, le résultat est le même. C'est rien ne change. Qu'il y ait un ou plusieurs centres de décision ne m'apporte rien en tant que citoyen. Et moi, je dis encore une fois, c'est une situation qui nous incombe en fait. Nous sommes responsables. Il faut le reconnaître. Et en parlant justement de l'édito de M. Benchenouf, je lui avais même proposé quelque chose qui ferait réveiller un petit peu toutes les élites, puisqu'il parlait des élites, et il a entièrement raison, puisque c'est mon cri du cœur également depuis quelques années déjà. J'essaye de dire à toutes les élites qu'il y a en Algérie et à travers le monde, et elles sont nombreuses, croyez-moi, qu'il est temps de se réveiller un peu. On leur c'est demande un pouvoir. pas de s'opposer, mais on leur demande à la limite de dénoncer, dire que ce pouvoir-là ne nous représente pas. C'est une seule phrase. Pourquoi pas ces élites ne diraient pas ouvertement Marana Shradin ou là individuellement Marana Shradin. C'est tellement évident. Ces élites ne peuvent plus se taire. Elles ne doivent plus se taire. Et Des donc, élites notamment à moi, je docteur, proposais à M. des élites qu'on fasse un appel. Des élites notamment à l'étranger, c'est beaucoup plus simple pour eux. On sait qu'en Algérie, c'est plus compliqué. Hein, quand on s'appelle Mohsen Belabbas, Ali Belhadj, Karim Tabo, Zoubida Assoul, entre autres, ils sont très nombreux. Athman Mazouz, on peut en citer Fethi Ghress, on peut en citer plusieurs. Pour parler que des politiques, il y a aussi des poètes qui sont en prison. Mohamed Tadjadid, il y en a d'autres qui sont exilés, des grands journalistes aussi qui malheureusement, il y a Jamel Din avec nous que je salue, qui je le rappelle, malheureusement aussi, a dû quitter pour les mêmes raisons et qui est resté fidèle à ses idées. Docteur, c'est un pouvoir qui, à l'intérieur du pays, en faisant appel à cette répression aujourd'hui, est-ce que c'est la seule clé qu'il a? Est-ce qu'il est fragilisé d'avoir cette solution, cette seule et unique solution de répression, d'enfermer, de faire taire les voix discordantes, alors que c'est un pouvoir qui aurait tout à gagner à ouvrir les champs politiques, médiatiques, syndicales, avoir un État démocratique, regagner une certaine confiance. Et c'est un pouvoir d'ailleurs qui pourrait certainement, enfin on lui souhaite, se renforcer, alors que pour certains, aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est en déperdition et totalement fragilisé. Je ne sais pas s'il a tout à gagner, Chaben, en toute franchise. Je crois que les dérives de ce pouvoir sont tellement nombreuses qu'il n'y a pas lieu d'attendre une quelconque, je dirais, révision de ses positions, sa manière de gérer. Il ne gère pas le pays. Il le gère à sa manière, c'est-à-dire justement la répression, le mensonge, la manipulation, la peur. Il instille la peur parmi nous tous. Hein. On doit le reconnaître. Mais en revenant à nos élites à l'intérieur du pays, bien sûr que ce n'est pas évident de lancer des appels. En tout cas, ce sont des gens qui nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce pouvoir. Mais je dirais, c'est pas facile pour moi de dire ça, parce que je suis à l'étranger et malheureusement, j'ai cette faiblesse de ne pas être en Algérie, je le reconnais, sans pour autant que je me dénie à moi-même une citoyenneté pleine et entière. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de montrer cet attachement à notre pays et de continuer à dénoncer ce régime. Je suis sûr qu'il y a des possibilités à tous nos militants, à tous ces leaders politiques que nous connaissons en Algérie, qui ont une crédibilité, il faut le dire. Ils ont une crédibilité beaucoup plus que, je dirais, la diaspora. Mais en même temps, lorsque je pense à toutes ces célébrités à travers le monde, et les noms, on peut les citer à poison, ne serait-ce qu'un seul hashtag
vous vous rendez compte des conséquences, de l'impact que ça aurait sur nous tous et surtout sur ces militants de l'intérieur qui n'attendent qu'un signe de nous, parce que il est vrai que peut-être la bulle d'air, elle vient de l'étranger. Mais malheureusement, et je le déplore, c'est que parmi toutes ces célébrités que j'ai personnellement approchées, pour certaines, eh bien, me donnaient des réponses qui étaient hallucinantes, qui n'étaient pas vraiment à la hauteur ni de leur statut de célébrité, ni de leur statut de citoyen algérien. Parce que d'un côté, ils voient tout comme nous, que les choses s'empirent et deviennent ingérables. C'est une évidence même, mais ingérable à un point tel que notre pays va glisser dans des situations qui seraient peut-être incontrôlables. Et moi, je dis une chose, je termine sur ça, Chaben, c'est que ce pouvoir, s'il n'a que la répression, qui n'a rien à gagner justement à normaliser une situation qu'il peut faire à tout moment, il peut se lever demain de bon matin, du bon pied, pour dire bon, on va tout changer dans ce pays. Mais ils le feront pas parce que leur plan n'est pas celui-là. Leur plan, c'est de la déstructuration de l'Algérie pour couvrir un peu leurs méfaits et pourquoi pas couvrir leur fuite. Moi, c'est ma lecture. Bon, peut-être que je me trompe, mais ça me fait vraiment, vraiment peur. Je le dis souvent, ce mot-là, ça me fait peur, parce que le pays risque de glisser dans quelque chose que personne d'entre nous ne pourra contrôler. Alors, que diront à ce moment-là toutes ces célébrités? J'aimerais qu'on me réponde. Mmh. Restez avec nous, docteur. On va retrouver Jamel-Din Benchenouf dans un instant. Quelques images, c'était, alors il y en a eu plusieurs, hein. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux ou encore sur notre page YouTube, hein. Nous avons consacré plusieurs éditions cette semaine. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, que ce week-end, bien évidemment, la date arrive, hein, celle du 19, 20, 21, 22 février 2019-2025. Toute la rédaction et la direction de la chaîne consacrera encore du temps à ce moment important, à cette nouvelle révolution de 2019. Il y en a maintenant depuis plusieurs années. Direction Constantine, c'était cette semaine, les médecins dans la rue. Jamel-Din Benchenouf est avec nous, journaliste, éditorialiste politique. Vous le retrouvez aussi sur son édito tous les soirs, juste après Microscope. Jamel-Din, peut-être que vous avez des éléments aussi à apporter sur ce que vous avez entendu, mais ce pouvoir, du coup, il fait toujours appel à cette méthode, cette clé de la répression. On ferme la rue, on emprisonne, pas de voix discordantes. C'est un pouvoir, pour le situer avant de passer à l'actualité prochaine, notamment, c'est cette grande découverte des 9000 journalistes qui en veulent à l'Algérie. Pouvoir fragiliser, pouvoir affaibli aujourd'hui, pouvoir bien dans ses bottes tout de même, qui tient la route. Très bonne question et qui prend la relève un peu de ce que vient d'affirmer Sidi Menet. Effectivement, je voudrais reprendre ce qu'a proposé Ahmed Sidi Menet, avec lequel j'adhère totalement, hein, dans cette suggestion, cette proposition, ce projet. Vous savez que nous comptons les vraies élites, les seules élites, j'allais dire, que celles qui sont en Algérie me pardonnent, mais je vais m'en expliquer. Les seules vraies élites, vraies dans le sens qui peuvent s'exprimer, qui peuvent agir, qui peuvent se rencontrer,
qui peuvent débattre, qui peuvent suggérer, qui peuvent faire des déclarations, qui peuvent dénoncer. Ces élites-là n'existent, ces élites algériennes n'existent qu'en Algérie, mais qui sont dispersées, qui n'ont même pas la moindre idée de ce qu'il faudrait entreprendre pour essayer justement de susciter une synergie entre eux. Mais l'un dans l'autre, pour revenir aux élites que je mets entre guillemets, qui existent en Algérie, ou qui se prétendent telles, parce que les gens qui pourraient constituer de véritables élites dans le pays sont en total retrait. Ils refusent d'assumer cette appartenance d'élite, à des élites, parce qu'ils voient que les seules élites qui émergent dans ce système sont celles des Bouafès et des Bagara, de gens qui se rengorgent, qui sont bardés de diplômes très contestables, pour la plupart des universitaires qui sont passés par le marécage de l'université algérienne, où le plagiat se décline ouvertement. Ouvertement. Je peux vous citer des gens qui ont été confondus pour plagiat, qui sont de grands commis de l'État. Je connais des ministres qui n'avaient pas de diplôme supérieur, qui se sont inscrits en licence pour faire une licence de quelque chose, des ministres très connus du temps de Boumedienne déjà, et qui n'ont jamais mis leur postérieur sur les bancs de l'université, et qui ont eu leur licence ou leur doctorat, je ne sais pas comment ils ont fait pour se tenir, quel a été le jury, ou alors peut-être qui commandent des doctorats qu'on leur fabrique, qu'on leur écrit, qu'on leur... ce doit être une organisation. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que il n'y a pas d'élite en Algérie agissante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui pourraient former ou constituer ou être partie prenante de ces élites. Il y en a beaucoup en Algérie, mais qui rasent les murs de la vie, de la notoriété, qui refusent toute notoriété, parce qu'ils ne veulent pas se faire les complices d'un système dont ces élites, entre guillemets, sont un rouage très important qui procède de la propagande du système pour maintenir les Algériens en coma politique profond. Sinon, ce système, et je vais essayer de faire vite, si vous prêtez attention à ce qui se passe ces derniers temps, vous ne manquerez pas de remarquer que ça va de mal en pis. Et que non seulement M. Tebboune est dans l'outrance la plus incroyable. Ça veut dire si on pouvait faire un florilège de ces Tebbounillettes et les présenter à une chaîne de télé et mettre les sous-titres en bas pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, les opinions publiques internationales, les gens vont croire à une farce. Ils vont en croire à une manipulation de l'intelligence artificielle. Ils ne peuvent pas s'imaginer ce que dit ce monsieur aux Algériens tous les jours. Et la meilleure preuve de ce climat délétère, très contagieux, qui est en train d'entraîner tous les grands commis de l'État, enfin tous, beaucoup parmi eux, dans cette spirale infernale de la propagande où chacun se croit obligé d'apporter du sien, comme ce ministre justement de la communication, qui se dit docteur en communication et qui vient nous apprendre. Je crois que je devance un peu votre question, donc je vais laisser après pour en parler, mais qui ne mesure pas. Il a tellement voulu faire une scène qu'il a... Non, je ne vais pas en parler, je vais laisser tout à l'heure. Mais pour parler de ce climat général et ces pseudo-élites, Chaban, c'est là où je voulais en venir. Et je m'arrêterai là.
Ces pseudo-élites qui sont partout, qui se rengorgent, qui s'applaudissent les uns les autres, qui sont invités à sabler le champagne ou à toaster dans les ministères et dans les ambassades et dans les ambassades étrangères, on a dit. Ces gens n'ont pas réagi de la plus petite façon à toutes les outrances qui sont autant de mépris pour le peuple algérien et pour ce qu'ils disent être leurs dignes prédécesseurs et eux, le digne héritier de ce glorieux prédécesseur. Ils lui font honte. Demain, et je m'arrêterai là, Chaban, si les chouhada dont ils nous rebattent les oreilles n'arrêtent pas de les utiliser à toutes les sauces, ou les moudjahidines, les vrais, je ne parle pas des 80% de faux moudjahidines qu'ils ont créés, les vrais moudjahidines, s'ils pouvaient revenir à la vie, c'est eux qui combattraient. C'est eux. Ces gens du régime qui sont en train de mener le pays au mur. Et je m'arrêterai. Restez avec nous, Djamaldine. On va passer donc à la deuxième actualité de la soirée, mais vous allez voir que tout ça c'est lié juste après cette petite introduction. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, donc il l'a répété haut et fort, vous allez l'entendre, vous allez le voir dans quelques instants. Alors bien évidemment, pas n'importe quel lieu, puisqu'il est devant un parterre d'étudiants, toute une jeunesse, notamment de la communication, des médias, de l'information, à l'université Alger, notamment 3, cette semaine. Donc on va l'écouter dans quelques instants. Mais j'ai le plaisir de vous avoir, docteur Sidi Ahmed Sidi Menad et Djamaldine, cette semaine. On va tout de même prendre quand même quelques minutes, parce que je ne sais même pas si on faudrait en débattre pendant des heures, mais docteur, quand on entend le ministre, alors est-ce que on va peut-être écouter tout de suite Mohamed Meziane, le ministre de la Communication, donc qui nous parle de ces 9000 journalistes. C'était à l'université Alger 3 cette semaine. On regarde les images et on se retrouve tout de suite après. وقولوها انتم في الصحافه اكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صوره الجزائر. 9000 عبر يراقبون العالم، وانتايا غير تظهر صوره الجزائر. Il y a ce qu'on appelle le prisme informationnel. هنا الدولة تتدخل باش تدعم وسائل الإعلام. التلفزيون الجزائري عليه أن يأخذ مكانته اللائقة التي يستحقها. Déformer l'image de l'Algérie, anéantir le pays haut et fort, vous l'avez vu, d'un ton assez tout de même virulent. Déjà dans la forme, je ne pense pas que ça soit la meilleure manière pour passer un message. Il a aussi rappelé que les médias doivent être à la hauteur de l'enjeu et accompagner les efforts de l'État pour servir le citoyen, un mot qui revient souvent, et répandre la quiétude. Et puis, avant de vous donner la parole, docteur, il a également aussi souligné l'importance de prendre connaissance de l'éthique. L'éthique, c'est quelque chose aussi qui revient souvent, qui encadre la pratique professionnelle pour pouvoir faire la différence entre la critique et la diffamation. Docteur Sidi Ahmed Sidi Menad, d'abord, voilà, réaction, 9000 journalistes devant des étudiants d'une manière virulente, et puis on nous parle d'éthique, on parle de diffamation, de critique. Comment vous réagissez à cette sortie?
Mon cher Chaben, je ne sais pas pourquoi vous me faites subir cette torture de réécouter ce tchèque-chouka, si je puis m'exprimer ainsi, parce que d'abord, je suis certes pas un spécialiste de la communication, mais lorsqu'il nous sert à tort et à travers des phrases aussi, je dirais, très connu, comme le prisme informationnel. D'abord, sait-il exactement de quoi il s'agit, parce que il peut y avoir plusieurs interprétations à cela. Parler d'éthique, demander à des journalistes en herbe de répercuter ce genre d'informations, c'est quand même, je dirais, hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de leur dire, vous les journalistes, vous êtes à notre service, et je vous demande de répercuter toutes, je dirais, toutes ces bêtises que nous sommes en train de débiter quotidiennement. Est-ce que c'est ça le message qu'on doit transmettre à de futurs journalistes? C'est-à-dire leur apprendre à être indépendants, à avoir leur propre façon de voir, leur propre critique, etc. C'est éminemment grave. C'est éminemment grave, c'est-à-dire que c'est, comment dirais-je, une façon de les mettre dans le giron du pouvoir avant qu'ils ne commencent à faire leur travail de journaliste. Je trouve ça désolant, je trouve ça immonde, parce que on ne peut pas faire plus, comment dirais-je, plus douloureux que ça en matière d'éthique journalistique, puisqu'il parle d'éthique. C'est un mot qui certainement n'existe pas dans sa façon d'agir. C'est ça qui fait le plus mal. Donc, que voulez-vous que je vous dise? 9000 journalistes. Bon, ben, ok, qu'on nous donne les noms, qu'on nous précise un petit peu les sources. Qui sont-ils? De quelle partie du monde viennent-ils? Etc., etc. Je ne sais pas ce qui quelque part pourrait constituer une base pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais j'aimerais ajouter une petite chose, c'est que quelqu'un, pour ne pas le nommer, M. Rachid Nekez, qui a produit une vidéo, et je suis désolé de le citer, parce que je croyais que quelque part, il était engagé justement pour une Algérie démocratique, plurielle, etc. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, mais apparemment le pouvoir a su le faire plier. Il nous dit ceci, et tenez-vous bien, non, c'est un laïus, et si c'est pas un laïus, c'est en tout cas une tentative de communication très réussie. Et il essaie de nous expliquer en quoi cette communication est réussie, et quelque chose qui montre que ce gars-là est d'une intelligence supérieure à la nôtre, nous qui sommes de pauvres citoyens, qui ne comprenons pas ou ne savons pas lire entre les lignes. Mon Dieu, quelle performance de M. Nekez. Je lui dis, chapeau, M. Nekez, vous avez dépassé les limites de l'absurdité. Je suis désolé de le dire. Merci. Je vous en prie, docteur, mais on sait comment a dû se sortir du pétrin où il était, monsieur Nekez notamment. Jamaldine Benchenouf, homme de médias, journaliste. Jamaldine, une réaction sur ce que vous avez entendu. Je pense que 9000 journalistes, on nous parle d'éthique, de diffamation, de critique des médias algériens qui ont été totalement absents, notamment sur ce que vivent les lycéens, les médecins encore cette semaine. Ils existent, ces 9000 journalistes, Jamaldine, peut-être on en fait partie? Peut-être qu'il a dû repérer 9 journalistes algériens qui travaillent depuis l'étranger ou qui travaillaient depuis l'Algérie mais qui sont passés par la case prison et dont la voix a donc été étouffée, et qu'il a multiplié chacun de ces personnes par 1000. Sinon, ce monsieur qui a un doctorat en communication, qui est ministre, qui pourrait donc enseigner dans une école de journalisme. Et la preuve, c'est qu'il a fait cette stupéfiante déclaration devant un parterre
d'étudiants en journalisme, en communication, et leurs professeurs. Alors, peut-être que, comme il est de la communication, qu'il a dû étudier Goebbels. Goebbels, donc le slogan, la bannière était martèle le mensonge jusqu'à ce qu'il devienne vérité. Mais marteler veut dire aussi, et suggère aussi, que celui qui pratique la propagande, qui s'en sert et qui manipule l'information, le fait avec beaucoup de délicatesse, de psychologie, et puis progressivement, doucement, chaque jour, en allant doucement millimètre par millimètre, jusqu'à ce que les gens, quand ils se réveillent, ils voient plus, ils ne croient plus en ce qu'ils voient, mais en ce qu'on leur a fait ingurgiter. Or, ce monsieur, il y va au bulldozer. Il y va avec ses grosses godasses. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, il dit 9000 journalistes, je dis en substance, je ne reprends pas ses propres termes, mais je dis en substance très fidèlement ce qu'il a dit. Il a dit 9000 journalistes dans le monde. Ça veut dire pas seulement au Maroc, comme ils ont l'habitude ces derniers temps de nous le faire croire. Non, maintenant c'est dans le monde entier. Mais bon, dans le monde, les journalistes qui réussissent à capter les opinions publiques internationales et qui ont les moyens, les médias pour porter leurs paroles ou leurs écrits, ça n'existe qu'en Occident et en Russie. Mais pas en Chine, puisque la Chine est en quelque sorte en parallèle de la communication politique dans le monde, en dehors de ce qui la concerne elle. Donc, c'est l'Occident, c'est l'Europe et les États-Unis, et peut-être un peu la Russie, qui est peut-être aussi les pays du Golfe, qui auraient mis en place une véritable organisation, parce que pour recruter plus de 9000, nous a-t-il dit. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'a pas dit 9156. Dans 800 femmes et le reste c'est des hommes, par exemple, puisqu'il a ce chiffre précis. Il dit plus de 9000. Ça veut dire que l'Algérie inquiète le monde entier et les plus grandes puissances du monde, au point où il a fallu constituer une véritable armée de journalistes. Et quand on constitue une armée de journalistes mercenaires à qui on confie une mission de cette importance, on choisit donc les meilleurs, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et ils sont là, ces 9000 et quelques journalistes, à regarder l'information mondiale et à guetter l'aubaine algérienne pour tomber dessus à bras raccourcis et ternir son image. Ça veut dire que c'est un cauchemar. C'est un film de science-fiction. C'est inimaginable. Il faut être malade pour faire ça. Particulièrement dans un pays où un Tebboune vous dit avant 2025, nous allons produire, j'ai oublié le chiffre, 1 milliard 300 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour. Ou alors il vous dit, nous sommes à notre secteur de la santé le meilleur d'Afrique et du Maghreb, alors que tous les bavants du régime vont se soigner en Europe et aux États-Unis, tout le monde le sait. Il vous dit, l'Algérie est une puissance, mais ça veut dire que si on reprenait les Tebbounillettes, ça nous prendrait 4 ou 5 heures sans les commenter. Et ce monsieur qui est dans la communication, qui est docteur en communication, et qui veut faire de la surenchère, un peu pour se rapprocher encore plus, il a dû faire de la surenchère pour devenir ministre, et là il fait de la surenchère pour se rapprocher du premier cercle, et montrer que lui, il y va à l'artillerie lourde, lui, il plaisante pas, lui. Et le comble du comble, c'est qu'il dit ça dans un campus, dans un amphithéâtre plutôt,
face à des étudiants, et il n'y a aucune réaction. Ça veut dire qu'ils ont réussi à nous plonger dans quelque chose c'est plus que du coma. Ou alors c'est du coma profond et irréversible. C'est très grave ce qu'a dit ce monsieur. C'est d'une gravité extrême et le signe de tout le mépris qu'a ce régime et tous ses affidés pour ce peuple et pour l'histoire de ce peuple et pour la mémoire de ce peuple à qui on a tant donné. Merci, restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. On va retrouver aussi le docteur Sidi Ahmed Sidi Menet dans un instant. Une actualité qui suscite énormément de questions, notamment. C'est cette histoire de ces 500 militaires qui seraient derrière les prisons syriennes. Petite intro et on se retrouve tout de suite après. Voilà, créé en 1972, anciennement RMC Moyen-Orient, donc le changement de nom donc a eu lieu. C'est maintenant donc Monte Carlo Doualiya International, qui appartient donc à France Média Monde, qui supervise l'audiovisuel extérieur donc de France. Donc un article a été publié cette semaine, qui est toujours en ligne. C'est un média qui est connu maintenant depuis plusieurs décennies, qui, je vous le rappelle, rassemble plus de 10 millions d'auditeurs par semaine et notamment plus de 2 millions 2 millions et demi sur le web. Un petit résumé donc de l'article donc de Monte Carlo et puis on en parle avec nos invités juste derrière. Al-Shara rejette la demande algérienne de livrer les combattants algériens dans les rangs d'Assad et va les traduire en justice. Combien sont-ils ? Le correspondant de Monte Carlo à Damas, Udeh Mansour, a indiqué que le président syrien Ahmed Al-Shara a rejeté une demande présentée par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf concernant la libération des détenus de l'armée algérienne et des milices du Polisario. Mansour a expliqué que ces détenus combattaient dans les rangs des forces de Bachar al-Assad dans les environs d'Alep et que Tahrir al-Sham les a arrêtés lors de l'attaque lancée fin novembre qui a conduit à la chute du régime. Selon notre correspondant, Al-Shara a informé le ministre algérien des Affaires étrangères que des soldats algériens, incluant un gradé de général de division et environ 500 soldats de l'armée algérienne et des milices du Polisario, seront jugés aux côtés des autres détenus. Il a également souligné que tous les détenus, qu'ils soient issus de l'armée algérienne ou du Polisario, seront traités conformément aux règles internationales régissant le traitement des prisonniers de guerre. Mansour a souligné que cette décision a semé la confusion dans les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, ce qui montre l'étendue de la sensibilité des relations des deux pays. Al-Shara rejette la demande algérienne de... Voilà donc pour ce résumé. Docteur, nouvelle réaction, vous avez réagi aussi cette semaine, c'est tout de même quelque chose d'assez grave. D'abord, encore une fois, il n'y a pas eu de réponse derrière cette sortie du pouvoir politique, du régime ou encore de la diplomatie algérienne. L'APS a tout de même répondu en passant et en parlant d'affabulation du Maroc. Le Royaume du Maroc, il y a quelques semaines encore, il insinuait que des soldats de l'armée algérienne et du Front Polisario combattaient aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, donc je continue à citer l'APS, aujourd'hui, ils évoquent qu'une imaginaire demande de libération de ces soldats a été introduite par donc monsieur Attaf lors de sa rencontre sa rencontre donc avec le président syrien et que cette dernière a été rejetée. Ce ne sont là que de pures inventions pitoyable, de misérable, dont la seule préoccupation est le dénigrement de l'Algérie. Et l'APS qui dit que ce rendez-vous s'est très bien passé, très loin des inventions aussi frivoles que celles véhiculées et répétées à satiété par
par le Maroc. Une analyse de ce dossier. 500 militaires auraient participé sans que personne n'en ait l'information. 500 militaires algériens auraient combattu aux côtés de Bachar el-Assad. Le silence, l'APS et le Maroc, comment vous arrivez à dégrossir ce dossier, docteur? Au-delà des questionnements que j'avais émis lors de la dernière émission qu'on a eue avec vous, je constate que aujourd'hui, il n'y a toujours pas de démenti de 3 parties qui sont concernées. Mettons le Maroc de côté, on peut en parler, mais pour moi, il n'y a pas d'intérêt pour ça. Mais d'abord, la chaîne, donc le média Radio Monte Carlo International, qu'on n'a pas, comment dirais-je, questionné, et alors qu'on sait bien le faire quand on peut le faire, c'est quelque chose qui est, je dirais, élémentaire. C'est quelque chose, la première chose à laquelle il fallait faire référence pour réagir en disant à Radio Monte Carlo International de démentir ou d'expliciter un peu toute cette information. Mais deuxièmement et troisièmement, il ne faut pas oublier que le président de la transition syrienne est impliqué, puisqu'on le cite nommément. C'est lui qui a refusé, entre guillemets, la libération de ces 500 prisonniers algériens, des milices du Polisario, y compris un général de l'armée algérienne. Et aussi M. Attaf, qui était présent. Donc, lui-même devrait nous dire que s'était-il passé ce jour-là. Bien sûr, je peux comprendre qu'il observe un silence, tant peut-être que l'autorité syrienne ne réagit pas. Parce que, bon, dans les us et coutumes diplomatiques, on laisse peut-être la primauté à l'autorité supérieure dans ce cas-là. Ça démontre une certaine véracité. Mais votre analyse, ça n'est pas venu ni de la Syrie, ni de M. Attaf, et encore moins de demander des comptes, encore une fois entre guillemets, de cette radio. Donc tout ça devient très très suspect. Mais est-ce que cela, justement, docteur, je vous interromps, de mal à y croire. Et d'ailleurs, je constate que dans les réseaux sociaux, y compris d'opposants notoires, si je puis m'exprimer ainsi, qui disent non, c'est pas possible, ça. L'Algérie a toujours privilégié la non-ingérence et patati et patata. Donc, tout le monde a du mal à y croire. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a lieu maintenant, franchement, de se poser la question, parce que je me disais contre l'émission que nous avions eue ensemble cette semaine, et aujourd'hui, il y aurait eu du nouveau. Mais apparemment, rien, à part bien sûr cette fameuse réponse de l'APS, qui n'en est pas une pour moi. Bon, on peut dire que c'est un journal qui a réagi point à la ligne, même si l'APS est la source officielle du gouvernement. Mais tout ça est très très suspect et très grave aussi en même temps, parce que là, il s'agit d'une question fondamentale dans la façon de gérer de notre pays, notamment des affaires extérieures à l'Algérie. Donc ça montre encore une fois que ce pouvoir n'a plus de limite. Il peut faire de mille et une choses et leur contraire, et peut-être ne pas réagir. C'est-à-dire que c'est comme si à la limite on nous disait « Mais qui êtes-vous » D'ailleurs, je crois qu'il y avait un ministre qui avait dit une fois « Qui êtes-vous pour que je vous clarifie telle ou telle information ?» Et c'est dans cet esprit-là. Pourquoi devrait-il clarifier que l'APS l'a fait, ça suffit, on ne va pas revenir là-dessus, alors que c'est une information qui est éminemment grave. J'aimerais ajouter une chose pour compléter ce qu'a dit M. Benchinouf en parlant des pseudo-élites, des élites, etc. Mais encore une fois, moi je pense que nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans notre pays, parce que nous n'avons pas
eu la bonne méthodologie pour contrer tout ce qui te fait de mal dans notre pays, tout ce qui est fait sur le dos du peuple algérien, parce que nous sommes le peuple algérien. Et je le dis haut et fort, peut-être que nous devrions revoir un peu notre manière de discuter toutes ces choses-là, et surtout de réagir, et non pas de réagir maintenant, d'agir, parce que là, ça ne va plus du tout. Et même ces pseudo-élites, il faudra les convaincre qu'elles deviennent des élites tout simplement, et qu'elles se réveillent, parce qu'un jour, ces mêmes élites, ces pseudo-élites justement, vont devoir rendre des comptes. Et quel compte, mon Dieu, quel compte? Voilà. Merci, docteur. Jamaldine Benchenouf est avec nous. Jamaldine, sur ce dossier assez important. Alors, l'APS aurait pu citer, l'APS est déjà attaquée à France 24, c'est déjà attaqué à M6, elle aurait pu citer le média. Elle ne fait pas nuance. On a eu quelques éléments du docteur Sidi Ahmed Sidi Menad à l'instant. Il donne aussi des éléments qui pourraient peut-être démontrer une certaine véracité, parce que ce silence peut-être, comment vous expliquez effectivement, quelques jours, on est en fin de semaine maintenant, personne ne réagit du côté du pouvoir algérien. On parle quand même de 500 militaires algériens, miliciens, qui seraient quand même derrière les prisons syriennes aujourd'hui. Jamaldine. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme... Il se passe quelque chose, il n'y a aucun doute. Il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi. Bien malin celui qui pourrait nous dire qu'il sait quelque chose. Je ne sais rien du tout, alors que j'ai de très bonnes sources. Généralement, dans ce genre de coups tordus, d'affaires un peu louches, il n'y a rien qui a filtré. Mais c'est un peu comme si et ce régime et son APS et les journaux qui essayent de faire des vagues voulaient nous convaincre qu'il y a anguille sous roche, que ce n'est pas impossible que ce soit vrai. Alors que moi, personnellement, je me trompe peut-être, mais je n'y crois pas un seul instant. C'est complètement invraisemblable. Ce régime est d'une stupidité abyssale, mais à ce point, même s'il le voulait, il ne pourrait pas être aussi stupide. Pardon, j'arrange juste. Alors, un régime qui enverrait des soldats de l'armée algérienne, alors qu'il pourrait très bien envoyer des volontaires. De la même manière qu'il y a des volontaires islamistes qui vont combattre aux côtés des djihadistes, de la même manière, il y aurait, un peu comme la guerre en Espagne, la guerre civile en Espagne, il y aurait aussi des combattants internationaux qui croient en la laïcité et qui viennent aider Algériens, Tunisiens, Marocains, Américains, tout ce qu'on veut. Il aurait pu le faire. Il serait très bête, très stupide d'envoyer des soldats en grand nombre, 500. En comptant les combattants du Polisario qui combattent eux aussi sous la bannière du Polisario. Les deux seraient d'une stupidité abyssale, parce que tout le monde savait que Bachar allait tomber, il n'y avait aucun doute là-dessus. Comme Saddam, comme Kadhafi, comme Ben Ali, c'était inéluctable, comme le régime algérien, qui va tomber. Mais s'engager comme ça, sans même user de fausses bannières, envoyer l'armée algérienne et encore pas la cerise. La tomate sur le gâteau, c'est qu'ils envoient un général de l'armée algérienne, et qui y va en tant que général. A-t-on idée d'envoyer un général, même s'il est de la subversion, qui tue les gens, même s'il est, on n'envoie pas un général pour 500 personnes, pour 500 combattants, qui sont sous les ordres d'une armée étrangère. C'est impossible pour moi, du moins. Mais on verra, parce qu'avec ce régime, on ne sait jamais. Le problème est que tout de suite, ce régime qui nous a habitués à réagir au quart de tour, pour rien du tout. Retailleau, mais un Algérien qui a lancé un appel au meurtre sur les médias, publiquement, avec des preuves, une vidéo enregistrée et tout. Bon, il y a eu, semble-t-il, après la décision de la justice, il y a eu des irrégularités dans la décision administrative. C'est bien vrai.
Mais que Tebboune en arrive, lui-même, le président de la République, à interpeller le ministre de l'Intérieur français, à s'immiscer dans les affaires françaises, à parler de Le Pen qui va parquer les Algériens dans le Maldives et les déporter massivement, pour rien, pour un délinquant, un baltagier du régime qui travaille sous les ordres du consulat, sous la direction d'un général algérien des services, qui essaye de construire des réseaux de baltagia pour attaquer les militants honnêtes et sincères qui essayent de libérer leur pays. Et Tebboune intervient personnellement. Et là, Radio Monte Carlo, une chaîne, je rappelle, Chaban, qui a été créée dans les années 40. Vous parlez de la dernière, mais le Radio Monte Carlo est une radio historique, prestigieuse, qui recevait de Gaulle, c'était un média incontournable. Même bon, si entre-temps, il s'est beaucoup perverti. Alors, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, pas de réaction officielle, ni par le président qui a l'habitude de réagir systématiquement, ni par le ministre des Affaires étrangères, ni par les fameux parlements qui à chaque fois montent au créneau quand on les sonne, ni par la presse, ni par une quelconque investigation, ni par une plainte auprès de la justice française pour diffamation, ni téléphone à téléphone, mais rendu public que le président aurait appelé son homologue français pour s'insurger contre, là, surtout que RMC est financé par l'État français et subventionné et tout. Rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait, le régime? Il attaque la presse marocaine, qui n'est pas la source. La presse marocaine, si elle est attaquée demain en justice, elle peut se défendre très simplement. Elle dit non. Moi, je ne suis pas la source. Moi, j'ai relayé une information et j'ai cité la source. Comme toutes les presses. Pardon, je continue parce que c'est très important. Et comme la source n'a pas été interpellée officiellement par le gouvernement algérien, c'est que donc, il se déconcentre. Donc, l'information est bonne. Mais, et là, je vais en finir là, Chaban, parce que c'est très important de le dire. Nous savons tous que la guerre entre le Maroc et l'Algérie n'a pas encore été déclarée, à Dieu ne plaise, Be'etcha. Parce que ce serait une catastrophe qui ferait disparaître tous les régimes, tous les systèmes politiques dans la région et qui ferait éclater tous nos pays maghrébins. Il n'y aurait plus les pays dans leur configuration actuelle. Mais attaquer le Maroc pour lui reprocher de se servir de la presse pour diffuser de fausses informations sur l'Algérie. Mais ils savent, et nous savons tous, que le Maroc et l'Algérie sont en guerre médiatique et diplomatique. Une guerre totale, au summum de la nuisance, qui utilise tous les moyens. Donc comment? Moi, je passe mon temps à donner des ordres aux journaux algériens, à la télévision, à attaquer le Maroc, et je reproche au Maroc de m'attaquer. Mais c'est quoi ça? Merci. Voilà. Merci, Djamaldine. Petite seconde d'intro et rapidement à tous les deux, vous avez carte blanche, mais Djamaldine voit sur les 33 requises et de Bouilzaïr, Mazel, le vote conditionnel apparemment a été refoulé à Orly hier. On se retrouve dans 10 petites secondes.
Voilà, il nous reste 4 minutes, messieurs, 2 minutes chacun. Je sais que vous allez pouvoir le faire. Docteur Sidi Ahmed Sidi Ménane, carte blanche, si vous voulez réagir sur un autre élément ou peut-être sur cette actualité. Apparemment, l'ancien directeur de cabinet Abdelaziz Khalaf, donc cabinet d'Abdelmadjid Tebboune, aurait été donc refoulé à l'aéroport d'Orly hier, docteur. Franchement, j'ai pas envie de réagir sur ça. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas particulièrement. Monsieur Khalaf est un ancien baron du régime. Il a toujours été dans le sérail du pouvoir, ministre du commerce. Et puis je crois qu'il avait terminé un certain temps sa carrière en tant qu'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, puisque j'ai eu, disons, l'honneur entre guillemets de l'avoir rencontré à l'ambassade d'Algérie en Tunisie. Puis après, il a été recyclé il n'y a pas longtemps comme directeur de cabinet. Et là, il se retrouve ancien directeur. Bon, grand bien lui fasse. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il a été refoulé ou autre. Bon, simplement que la situation, d'un point de vue diplomatique, n'a pas l'air de s'améliorer, mais c'est à quel jeu on joue entre les régimes tant français qu'algériens, c'est à ne plus rien comprendre parce que quelque chose qui est en train de devenir, je dirais, futile parce que ça sert à quoi de refouler quelqu'un et moi, je n'ai pas envie de commenter là-dessus. Moi, ce que je veux commenter, c'est que nous, encore une fois, nous les citoyens algériens qui pouvons dire des choses, qui pouvons dénoncer ce qu'est en train de faire ce pouvoir, ne serait-ce que dénoncer comme nous tous à travers toutes nos capacités dont nous disposons et dire Barakat, on ne peut plus continuer à accepter vos mensonges, vos dérives et partez. Voilà, moi c'est l'appel que je fais. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir à cette idée-là d'appel pour notamment toutes nos célébrités, où qu'elles soient à travers le monde. Merci. Certainement, vous serez conviés avec plaisir. Je rappelle qu'on consacre toute une édition spéciale pour la nouvelle date du Hirak. Jamaldine Benchenouf, un peu de torture pour vous et votre esprit. Une réaction, je sais que vous voulez réagir sur cette actualité, mais on va y revenir. Vous allez certainement l'évoquer dans vos prochains éditos. Mais rapidement, en 2 minutes, qu'est-ce que vous inspire cette affaire d'Abdelaziz Khalaf liée avec la relation France-Algérie, hein? L'initiative de M. Retailleau, façon de renvoyer l'ascenseur à Tebboune, qu'il avait attaqué personnellement et très durement pour lui dire n'allez pas trop loin, regardez ce qu'on peut faire de vos barons et de vos... c'est ça, ce n'est que le commencement. Au même moment où le ministre des Affaires étrangères français a fait une déclaration publique comme quoi il serait prêt, disposé à se rendre en Algérie pour essayer d'apaiser le climat politique entre les deux pays et régler le problème. Mais le problème est que il y a 2 possibilités. Ou ce monsieur passait avec son passeport diplomatique et il était avec son fils. Alors la police des frontières ne peut pas prendre la décision de refouler un détenteur de passeport diplomatique pour des motifs aussi insignifiants. Il n'a pas réservé l'hôtel et il n'a pas contracté d'assurance pour son séjour en France. Ça, on aurait pu lui demander, même s'il n'était pas haut fonctionnaire, écoutez monsieur, mettez-vous à l'arrière de la chaîne, prenez votre téléphone, même en pleine nuit, réservez un hôtel, et d'ailleurs ce qu'ils ont fait, ils lui ont réservé un hôtel, eux après, qui passe la nuit avant d'être refoulé. Réservez un hôtel et contractez une assurance et revenez nous voir et vous passez. Eux non, pour ça, ils l'ont empêché. Ça veut dire, à mon avis, comme dans toute négociation, la partie française veut aller à la table des négociations en position de force. Parce qu'ils ont senti que de l'autre côté, ça tremble, ça ne dort pas la nuit. Parce qu'il y a une pression énorme sur Tebboune et Chenguereha par tous les barons du régime qui sont en train de leur dire « Vous nous avez plongé dans la mouisse, comment on va s'en sortir ?» On risque de voir nos biens publiés, les scandales sur nos fonds qu'on a blanchis. Et donc, la France le sait. Et elle envoie des signaux comme quoi, attention,
Si nous, on veut vous ennuyer, on va le faire. Tenez-vous bien et peut-être qu'on va arranger les choses. C'est mon avis. Merci Djamaldine d'avoir été Djamaldine Benchenouf. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre petit chat juste avant l'émission en coulisses. Il est magnifique, vous le saluez. Djamaldine Benchenouf, éditorialiste politique, journaliste auprès de la rédaction de l'édito chaque soir, juste après Microscope aux alentours de 19h50. Le plaisir aussi d'avoir reçu le docteur Sidi Mennad. Merci docteur pour votre présence et votre fidélité, l'équipe en régie. Merci infiniment de nous accompagner chaque jour pour réaliser ces émissions. Dans quelques instants, vous allez retrouver Salim Salhi pour la rétro, l'info de la semaine. Bonne soirée à tous et à demain. Prenez soin de vous.